Quand j'ai accepté de participer à cette initiative, je me suis dit que j'allais être complètement décalé par rapport aux autres interventions. Et puis après avoir entendu ces interventions et les questions de la salle, je me confirme dans la manière dont j'ai réagi aux événements et aux décisions du gouvernement. L'émotion passée, je me suis dit qu'il y avait quand même là quelque chose qui ressemblait à une immense diversion. Et j'ai remarqué ce matin que même les intervenants hésitaient à s'investir exclusivement dans les mesures proposées par le gouvernement, la constitutionnalisation, l'urgence et la déchéance. Comme s'ils ne voulaient pas se laisser prendre dans un piège où ils seraient enfermés. Et c'est aussi ma réaction. Et je pense qu'effectivement, le vocabulaire utilisé par le Premier ministre notamment, parlant au début de mesures symboliques, puis ensuite disant que l'état d'urgence durerait tant que Daesh existerait, toute une série de déclarations, et puis le bricolage législatif auquel ils ont procédé, m'apparaissent comme une sorte de brouillard délibéré sur un débat dont le but serait de dissimuler toutes les atteintes à la citoyenneté dont ils sont responsables également par ailleurs. Pour surfer en quelque sorte sur une émotion, la faire durer le plus longtemps possible, de manière à avoir la main sur la gestion de l'opinion publique. Et c'est pourquoi j'avais dit aux organisateurs, moi je vais bifurquer assez rapidement sur la citoyenneté. Or, Jean-Paul Jouary a parlé essentiellement de la citoyenneté. Dominique Rousseau a parlé du droit en liaison avec la citoyenneté. Et puis, Vanessa Kodachani s'est centrée sur la généalogie des mesures d'exception. Donc, je vois que le sentiment que j'avais est assez largement partagé. Et donc, je me sens plutôt à l'aise pour être un petit peu à côté. Néanmoins, je voudrais apporter malgré tout quelques réflexions sur les concepts qui sont aujourd'hui dans l'opinion, et notamment sur la constitutionnalisation. La constitutionnalisation me fait penser à cette phrase de Napoléon, je crois, monsieur le professeur, une bonne constitution, c'est une constitution courte et obscure. Alors la nôtre est longue, mais elle n'est pas claire. Et je doute que ce qui va être ajouté aujourd'hui la rendre plus claire. Dominique Rousseau a donné sa position sur l'état d'urgence. Moi, je n'ai pas de position affirmée, mais ce que je regrette, et je crois qu'il le regrette aussi, c'est que, non pas qu'on n'ait pas saisi l'occasion, parce que c'est autre chose, mais nous avons hérité au fil du temps de l'article 16, de l'article 36 et maintenant de l'état d'urgence. Au moins, on aurait pu penser qu'il était nécessaire de mettre un peu d'ordre dans cette affaire. Ça n'est pas de la belle ouvrage constitutionnel. Donc, professionnellement, je ne leur donnerai pas, moi non plus, une très bonne note. Confus, c'est aussi un dispositif qu'ils cherchent à introduire pour renforcer la coercition, la dérogation, pour rendre plus autoritaire encore un peu cette constitution de la Ve République, pour renforcer par là le pouvoir personnel et le caractère présidentiel de cette constitution. Et ceci se situe dans une ambiance où, sans vergogne, on fait appel au 49.3 pour faire passer la loi Macron. Et où on annonce que d'autres lois vont subir le même traitement. C'est aussi un contexte où des juges judiciaires, ceux-là, condamnent les syndicalistes Goodyear. Tout cela fait un contexte où la coercition l'emporte sur la recherche
de la liberté du citoyen. Et je rassure tout de suite Dominique Rousseau, pour avoir exercé dans ma vie plusieurs professions, ça m'a mis à l'abri de tout corporatisme. Celui du Conseil d'État, comme celui de la météorologie nationale, où j'ai commencé à travailler il y a un certain temps. Voilà. Donc, je ne me laisse pas prendre par cette affaire, mais je saisis l'occasion aussi de commencer à faire un bilan. Ce président de la République est arrivé au pouvoir et a déposé tout de suite 4 propositions de loi constitutionnelle. La suppression de la Cour de justice de la République, une proposition de loi constitutionnelle sur le dialogue social, sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, et la 4e, c'est sur les conflits d'intérêts au Conseil constitutionnel. Bien entendu, dans le contexte actuel, c'est resté dans les tiroirs. Et elles ne seront probablement jamais examinées. Il a même exprimé l'avis qu'il souhaiterait mettre dans la Constitution les 2 premiers alinéas de la loi de 1905 sur la laïcité. Bon, ça, on n'en entendra pas parler non plus, sans parler du vote des étrangers, sans parler de la charte sur les langues régionales, enfin, etc. Donc le bilan de François Hollande en matière constitutionnelle, ce sera l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. C'est quand même pour un gouvernement de gauche et un président de la République de gauche un peu minable, y compris sur le plan constitutionnel et professionnel. En ce qui concerne l'urgence, je ne sais pas finalement comment ça sera rédigé, mais les juristes sont toujours pris dans une difficulté. S'ils n'en disent pas assez, ça devient permissif. S'ils disent trop, ça circonscrit et ça exclut. Et donc, on ne sait pas trop comment ça se terminera. Mais quels seront les mots utilisés? Dans l'article 1er de la loi de 1955, on parle de péril imminent. Je crois que c'est repris. Hein, oui. On parle aussi d'atteinte grave à l'ordre public. Je ne sais pas s'il sera repris. Mais on parle aussi de calamité publique. Alors, calamité publique, ça peut s'adresser à un tas de choses et de gens, quand même. Hein. Et comment tout cela sera géré ultérieurement pour peu que ce soit inscrit dans la Constitution, je crois quand même que là, il y a un certain risque. Et puis, de toute manière, cette urgence, elle est décrétée par l'exécutif, elle est surveillée par l'exécutif, elle est gérée par l'exécutif, c'est-à-dire comme bras opérationnel, le ministère de l'Intérieur et les préfets. 3e rubrique, c'est la déchéance de nationalité. Moi, je ne m'investis pas trop dans le droit à ce sujet. Je crois que les citoyens ont des droits et des devoirs vis-à-vis de la société, mais que le plus élémentaire des droits et devoirs de la société, c'est d'en avoir vis-à-vis de chacun de ses citoyens, fût-il le plus abject des criminels. C'est à la société dont il est membre de lui trouver quelque issue que ce soit. Sans parler même de l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit la patridie. Bien. Sur ce sujet également, il y a comme une difficulté quand même, car renvoyer un national français vers une autre nationalité, c'est reconnaître cette autre nationalité. C'est peu ou prou l'évaluer, se prononcer après l'avoir identifié sur la qualité de son état de droit. C'est présumer de ce que fera cet État, s'il acceptera même de recevoir son national, puisque la France elle-même refuse le sien. Donc ça n'est pas si simple. Alors, j'ai participé à des formations de jugement sur des recours concernant la reconnaissance de nationalité des gens qui demandaient la nationalité française. Et notre attitude, je ne sais pas s'il y a un fondement juridique à cette affaire, notre attitude c'était de dire à partir du moment où quelqu'un devient français, on ne veut connaître que sa nationalité, sous réserve de quelques droits personnels, etc. On ne veut pas savoir s'il a une autre nationalité, on le considère comme français. Voilà. Ça fait écran à toute autre reconnaissance. Certes, on ne se comporte pas toujours de la même façon.
pour avoir été juge à la Cour nationale du droit d'asile. Il est vrai que pour apprécier si l'intéressé, le demandeur d'asile, craint avec raison des traitements inhumains ou dégradants ou bien pour sa vie, il faut bien avoir une connaissance du pays. Donc on n'est pas très au clair sur cette affaire. Et en tout état de cause, ça montre quand même que ce n'est pas un acte bénin que de désigner l'État vers lequel on va renvoyer un Français. Jusque-là. C'est quelque chose qui ne m'apparaît pas appeler une réponse extrêmement simple. Et puis il y a une autre question qui est peut-être un peu en dehors de notre sujet, mais moi qui me hante un peu quand même. On dit d'une part les nationalités peuvent être multiples, mais on dit en même temps la citoyenneté est unique. Donc, quelle est la citoyenneté unique de quelqu'un qui a plusieurs nationalités? Moi, je n'ai pas trouvé de réponse très simple. Dans le cas d'un franco-italien, ça n'est pas très compliqué. Nous sommes proches, les états de droit sont à peu près équivalents. Et les mœurs, à quelques détails près, se conjuguent. Et donc, on peut considérer que ce n'est pas très important. J'ai eu une amie qui a acquis la citoyenneté italienne à 65 ans en souvenir de son père. Ça ne fait de mal à personne. Et donc, on peut arrêter la conversation. Là, c'est son affaire. Mais quid d'un franco-saoudien? Quelle citoyenneté va-t-il être capable de créer à partir de ces deux filiations? À mon avis, c'est impossible. Et si c'est impossible, il faut le dire. Parce que c'est quelque chose qui peut éclairer le mécanisme d'intégration. J'étais, il y a quelques années, à Tokyo, dans un colloque avec Patrick Weil. Et la question a été évoquée, elle a été adressée à Patrick Weil qui avait parlé de cela. Est-ce que vous êtes partisan de la bi- ou multinationalité? Il avait répondu, moi je pense que ça ne peut être qu'une situation de transition. On en quitte une pour aller vers l'autre. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé moi-même de réponse plus satisfaisante à celle-là. Peut-être qu'en sortant de là, j'en aurai une. Mais on voit bien que tout ce raisonnement qui précède chute sur la question de la citoyenneté. Et là, je voudrais plus de plein pied parler de la citoyenneté. En liaison avec la situation de décomposition sociale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Pourquoi décomposition sociale? Parce que je crois que nous sortons d'un XXIe siècle qui a été guidé par des grands mouvements sociaux, par des États puissants, totalitaires souvent, et guidé aussi par des idéologies messianiques et ce que Raymond Aron a appelé, je crois, des religions séculières. Tout cela s'est effondré à la fin du siècle. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de perte de repères, après avoir été fort de convictions éminentes. Et d'où ce désarroi de la société, non seulement française, mais c'est valable de manière spécifique dans tous les pays du monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Edgar Morin parle à juste raison, à mon avis, de métamorphose. Nous sommes dans une période de transition. Et explorer cette période de transition, être lucide, c'est éviter le désarroi et le pessimisme. Quand on comprend mieux, on sait mieux se guider. J'en parlais avec Patrick Le Yarrick tout à l'heure, il y a un peu plus de 20 ans, écrit un livre intitulé « Pendant la mue, le serpent est aveugle ». Donc ne nous étonnons pas que nous soyons un peu aveugles aujourd'hui. Et c'est ce qui, personnellement en tout cas, mais je me rends compte que je ne suis pas tout seul, m'a conduit à me raccrocher en quelque sorte assez rapidement à la notion de citoyenneté. Pour les raisons simples suivantes. D'abord parce que c'est un concept qui a traversé 25 siècles sans être abîmé. C'est un concept positif.
Nous avons l'avantage en plus en France de l'avoir hérité pour une bonne part de la Révolution française. Chateaubriand, dans ses Mémoires d'outre-tombe, revenant d'exil en 1800, disait « Et l'on pouvait voir au-dessus des portes cochères encore inscrit « Ici on s'honore du titre de citoyen et on se tutoie ». Donc déjà le camarade pointait sous le citoyen. Donc c'est quelque chose qui pour nous est naturellement positif. Et pour peu qu'on l'appréhende d'une manière rationnelle, je crois que c'est un concept en même temps fédérateur, parce qu'il nous permet d'organiser la plupart des idées qui font vie en société d'une manière rationnelle et compréhensible. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé, et c'est pourquoi j'ai écrit Ce que sais-je, moins pour apporter des choses sur le contenu que pour structurer une pensée. En tout cas, à commencer par la mienne. Et c'est pourquoi je n'utilise jamais citoyen et citoyenne comme adjectif, parce que je pense que c'est une facilité. L'administration citoyenne, l'école citoyenne, l'entreprise citoyenne, etc. Presque toujours, quand on pratique de cette manière, c'est qu'on ne veut pas s'expliquer au fond. Il y a, je crois, 10 ou 15 ans, Robert Rue avait développé des forums citoyens qui ont disparu, mais qui n'ont pas dépassé ce stade de la qualification et d'un approfondissement en se limitant à cette qualification. Il n'est pas besoin, à mon avis, d'essayer de s'épuiser à définir la citoyenneté. Claude Nicollet a avancé quelque chose qui pourrait ressembler à une définition. La citoyenneté, co-souveraineté régie par le contrat social, est une création continue. Et c'est pourquoi il ne faut pas la définir, parce qu'elle est une création continue. Et c'est pourquoi, personnellement, j'ai préféré poser une problématique plutôt que de tenter une définition qui m'apparaît impossible. Je résume cette problématique en disant il n'y a pas de citoyenneté sans principe et sans valeur, et là je rejoins tout ce qu'a dit Dominique Rousseau, c'est-à-dire une certaine conception de l'intérêt général, c'est-à-dire une affirmation du principe d'égalité, c'est-à-dire une éthique de la responsabilité. Il n'y a pas non plus de citoyenneté sans exercice effectif et sans moyens pour cet exercice. Je veux dire par là un statut du citoyen, qui n'est pas seulement politique, mais qui est aussi économique et social. Une démocratie locale qui met le citoyen directement en rapport avec la gestion des affaires de la cité. Et puis des institutions qui correspondent à l'idée que se fait une société de l'organisation des pouvoirs et de la vie de la démocratie. Et troisième volet du triptyque, il n'y a pas de citoyenneté sans dynamique. Dynamique qui est aujourd'hui une dynamique de crise. Et c'est dans cette crise qu'il faut penser notre citoyenneté. Dynamique qui nous met en présence d'autres propositions. La citoyenneté européenne décrétée par le traité de Maastricht. Mais aussi l'idéologie des droits de l'homme comme substitut à la citoyenneté. Et puis, cette perspective de mondialisation, l'autre pôle d'une bipolarisation que j'ai caractérisée par individuation, mondialisation. Renvoi vers l'individu et sa responsabilité, mondialisation, inscription dans une perspective où le genre humain se vit comme sujet de droit. Je veux reprendre ces différents éléments rapidement pour donner des exemples de ces atteintes à la citoyenneté que l'on peut repérer sur la base de cette problématique ainsi évoquée. Par exemple, donc, l'affirmation de l'intérêt général. L'intérêt général est une fausse notion simple. C'est très compliqué, c'est le politique qui le définit. Et il a comme instrument le service public. Donc tout ce qui atteint le service public est une atteinte à l'intérêt général et par là une atteinte à la citoyenneté. Or ce service public aujourd'hui, il est atteint. Il est atteint par les déficiences budgétaires qui le concernent.
Il est atteint même dans son esprit par l'idéologie managériale qui tend à se substituer à cet esprit de service public. Et puis il est atteint aussi par le fait on tente à supprimer la base matérielle du service public. Je veux parler du secteur public, je veux parler de la propriété publique. Lorsqu'un journal peut écrire « Jospin a privatisé plus que Balladur et Juppé réunis », il y a là une atteinte à la citoyenneté par la voie de l'atteinte au service public. Donc la citoyenneté menacée, oui, menacée par la privatisation, par la délégation de services publics, par les autorités administratives indépendantes que de droite comme de gauche, on a cessé de développer. La citoyenneté menacée aussi par l'atteinte au principe d'égalité. Bon, le travail des juristes et des politiques en général, c'est de voir comment on pourrait rapprocher l'égalité en droit de l'égalité réelle. Ça ouvre le champ des actions positives. Et c'est sur cette base que l'on essaye de traiter la parité homme-femme, qui est loin d'être parfaitement réalisée dans un pays pourtant aussi développé que la France. Mais c'est aussi ce qui fonde notre modèle français d'intégration, sur le droit du sol et le principe d'égalité entre individus, opposé au modèle du droit du sang et de la reconnaissance des communautés. Et puis, ce que nous avons dit tout à l'heure sur la déchéance de nationalité constitue en soi aussi, bien entendu, une atteinte au principe d'égalité. Donc on menace la citoyenneté sous des formes diverses. Et dans ces différents domaines que je viens d'évoquer, on met en cause l'égalité. On met en cause également la citoyenneté lorsque on s'attaque à la responsabilité des individus. La responsabilité peut se décliner civilement, pénalement, administrativement, politiquement. Mais ce qui est au fond de la responsabilité, c'est le fait que ce sont les citoyens et les citoyennes qui édictent les règles de la morale sociale et que c'est le principe de laïcité qui le leur permet. Or, dans le discours ambiant, y compris à gauche, on met l'accent presque unilatéralement sur la liberté de conscience, jusqu'à identifier laïcité et liberté de conscience. Or, l'article 2 de la loi de 1905, c'est aussi l'État ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucun culte, c'est-à-dire la neutralité de l'État. L'Union européenne ignore cette dimension de la neutralité de l'État. Et de plus en plus en France, on tend aussi à l'ignorer. Nombre de déclarations du président de la République identifient laïcité et liberté de conscience. Et même certains partis politiques ouvertement de gauche prennent des raccourcis de cette façon. Donc ne pas rappeler ce principe de neutralité de l'État menace la laïcité. De même que menace la laïcité le fait de n'avoir aucune revendication aujourd'hui sur la laïcité. Qui demande aujourd'hui la réintégration de l'Alsace-Moselle dans le droit commun? Personne. Il a fallu attendre décembre 2015 pour apprendre que le délit de blasphème n'existait pas en Alsace-Moselle. Et puis, le problème, malgré tout, qui demeure, tout au moins à mes yeux, d'un service public unifié et laïque de l'éducation nationale, qui porte ce projet? Est-ce qu'il n'y a pas là une menace contre la citoyenneté? Bien sûr que si. Sur le deuxième volet, les moyens, le statut du citoyen, bon, on comprend à peu près ce qu'il faut gagner de droits pour améliorer politiquement le statut du citoyen. Mais la dimension économique est très importante. Et effectivement, à bon droit, on a tout à l'heure parlé de ce qui est prévu en matière du droit du travail. Le fait que l'on cherche aujourd'hui à opposer la voix des salariés à la représentation syndicale est quelque chose d'une extrême gravité à mes yeux. Il faut, je crois, effectivement prendre des positions très fermes sur ce sujet. Et de plus en plus, c'est insidieux. On tente à présenter comme une avancée démocratique le fait que l'on pourrait
concrétiser, consacrer par la loi des accords, des protocoles, des conclusions. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'on donne la primauté au contrat contre la loi, qui n'arrive qu'en dernier lieu, pour consacrer ce qu'une petite partie de la communauté des citoyens a établi. C'est une atteinte à la citoyenneté. Sur la démocratie locale, le fait de parler du millefeuille, ou comme Sarkozy, le 20 septembre 2009 à Saint-Dizier, de dire « je préfère les pôles et les réseaux aux circonscriptions et aux frontières », a comme effet de déstabiliser ce qu'autrefois on appelait l'aménagement du territoire. On ne parle plus que de réforme territoriale. Là aussi, il faut avoir des idées claires, peut-être même un peu simplistes. Il n'y a pas millefeuille, il y a 6 niveaux, la commune, l'intercommunalité, le département, la région, la nation et l'Europe. 3 de ces niveaux sont politiques, 3 sont économiques. Les 3 politiques, c'est la commune, le département et la nation. En démocratie, le politique doit l'emporter sur l'économique. Ce qui ne dit rien de l'utilité de l'économique, bien entendu. Mais il faut un ordre dans le raisonnement. Et enfin, j'en arrive au dernier domaine, celui des institutions. Je ne suis pas partisan de la 6e République. Je pense que les conditions ne sont pas réunies, ni pour rejeter celle-ci, ni pour avoir les idées claires sur celles que l'on veut. Il faudrait donc se poser des questions sur ce qui est essentiel. Et là, on aurait certainement besoin de toute la compétence de Dominique Rousseau sur quelle souveraineté, quelle démocratie directe, quel mode de scrutin, quel régime, qui a l'exécutif, etc. Est-ce que les conditions se réunissent pour apporter des réponses, sinon uniques, tout au moins ressemblantes sur ces sujets? Évidemment non. Et surtout, si on est à peu près d'accord, même si la chose n'est pas avouée, pour considérer que c'est l'élection du président de la République au suffrage universel qui est l'atteinte majeure à la démocratie dans notre pays, après avoir été justifiée à certains moments historiques, peut-être, qui aujourd'hui s'élève contre cette disposition, alors que chacun ne pense plus qu'à une chose, l'échéance de 2017. Je voulais soulever toutes ces contradictions, tous ces manques, pour un peu relativiser un débat qui se focaliserait trop longtemps, nécessaire sans aucun doute, mais excessivement sur ce qui nous est proposé par les pouvoirs publics aujourd'hui. Je voulais aussi dire que, bien entendu, il ne faut pas faire l'économie de la condamnation de tout ce qui est aujourd'hui proposé. Mais je pense qu'il faut aussi avoir peut-être un peu de recul et d'esprit critique pour considérer que tous les manques dont nous sommes coupables vis-à-vis de tout ce qui constitue la citoyenneté, c'est aussi des menaces contre la citoyenneté.